Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Inauguration de la première école primaire d'excellence en présence du président Alassane Ouattara, un cadeau de la première dame ivoirienne à la commune d'Abobo à travers sa fondation Children of Africa. Une mission de l'Union européenne au Conseil constitutionnel ce jeudi. Il était question de s'enquérir du rôle de cette institution à 23 jours d'une élection présidentielle sous haute tension en Côte d'Ivoire. Et puis le prix marchand du cacao en hausse de 21%, une bonne nouvelle pour les producteurs, mais qui suscite des inquiétudes chez d'autres. C'est le dossier du jour et c'est à voir dans un instant. Abobo continue de s'embellir. La commune vient de se doter d'une toute nouvelle école et pas des moindres. La première école primaire d'excellence offrant tout le confort nécessaire aux meilleurs élèves de la commune. Une œuvre de la première dame ivoirienne à travers sa fondation Children of Africa. L'école a été inaugurée en présence du président Alassane Ouattara, du maire de la commune Ahmed Bakayoko, et de la ministre en charge de l'Éducation nationale, Kandia Camara. Timé Danger, Tanguy Conan. Abobo, commune du nord d'Abidjan, a sa première école d'excellence. Il s'agit du groupe scolaire Children of Africa d'Abobo Kokotere. Un don de la présidente fondatrice de l'organisation, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Quand elle fait son entrée, difficile pour les tout premiers bénéficiaires de rester devant leur classe. Tous veulent communier avec celle qui a pensé ce cadre d'études agréable. Peu après, le président de la République arrive sur les lieux. Place à la coupure du ruban, au dévoilement de la plaque et à la visite des classes des bienheureux tout petits de la maternelle. Bâtie sur 15 000 m², dont 3 600 m² de surface sur 2 niveaux, l'école, d'un coût de 1,650 milliards de francs CFA, mobilisée par les donateurs de Children of Africa, impressionne le chef de l'exécutif du pays. Il salue à sa manière les efforts consentis par la première dame. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés en tant que chef de l'État, ce groupe scolaire devra s'appeler dorénavant Groupe scolaire d'excellence Dominique Ouattara. Je voudrais dire toute ma fierté pour ce beau complexe. Je l'avais vu en photo, en planche pendant la mise en œuvre, mais honnêtement, je n'avais pas imaginé que c'était aussi magnifique. Je voudrais donc féliciter les donateurs, les partenaires techniques et financiers, et dire à Dominique toute ma fierté. Bien avant, Dominique Ouattara revenait sur le sens de ce projet éducatif dans la commune d'Abobo, l'une des plus peuplées et des plus défavorisées d'Abidjan. Il me tenait à cœur de construire ce bel édifice à Abobo, l'une des plus grandes communes populaires de notre pays et qui a tant souffert. Je voulais montrer qu'il était possible de donner à nos enfants d'Abobo un groupe scolaire d'excellence de standing international. Cela, nous avons pu le réaliser et je m'en réjouis. Pour leur part, le maire d'Abobo et le porte-parole des parents d'élèves se félicitent d'une œuvre sublime à la dimension des quartiers huppés du monde. Cette œuvre sublime va donner une vraie opportunité aux enfants de la commune d'Abobo, qui sont des enfants de familles modestes, de pouvoir étudier dans les mêmes conditions que tous les enfants du monde. Nous avons prié Dieu pour que ce rêve devienne une réalité. En voyant cette belle école, Madame la Première Dame, vous êtes allée au-delà de notre rêve. Enseignants et habitants d'Abobo abondent dans le même sens. 20 ans d'ancienneté et c'est la toute première fois que je me retrouve dans une école, d'abord belle par son architecture, mais également une école qui présente toutes les commodités.
au plan de vue du matériel de travail, au plan de vue des infrastructures sportives, au plan de vue même des aires de jeu. En tout cas, tout est beau et cela crée un cadre enchanteur propice au travail. L'arrivée du président Alassane Ouattara a lavé à Bobo. Il a lavé à Bobo. Sa femme a lavé à Bobo. Ce n'est pas politique. Mais quand il y a la réalité, il faut en parler. C'est pour lui dire merci. Les enfants, eux, ont exprimé joie et gratitude à la première dame à travers poèmes, chants et danses. La commission électorale indépendante est prête à relever le défi d'organiser des élections justes et transparentes dans quelques jours. C'est ce qu'a martelé son président ce jeudi face aux membres du Sénat Yamoussoukro, appelant par ailleurs la classe politique à pleinement jouer son rôle, loin des préjugés et des mauvais procès. Salif Elekoué, Eric Kimo. Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, siège du Sénat. L'institution a reçu ce jeudi, pour sa 10e séance d'information de l'année 2020, le président de la commission électorale indépendante, CEI, Ibrahim Kuber Koulibaly. La rencontre dirigée par le vice-président du Sénat, Germain Holo, s'est tenue à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Entre autres préoccupations des sénateurs, la crédibilité et la transparence du processus électoral. La commission électorale indépendante a posé des actes forts en faveur des partis, groupements et forces politiques en vue de faciliter le processus électoral. Notre chronogramme a été tenu. Fort de cela, nous pouvons affirmer ce jour, du haut de cette tribune, que toutes les conditions sont réunies pour des élections transparentes et crédibles. Il me plaît à mon tour de vous rassurer, vénérables sénateurs, que pour qu'il y ait des élections, il faut qu'il y ait des électeurs. Nous les avons eus par l'arrêt de la liste électorale définitive. Pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait des candidats. Nous les avons eus par la décision du Conseil constitutionnel proclamant la liste des candidats au nombre de 4. Pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait des documents électoraux, c'est-à-dire la carte d'électeur, les listes d'émargement, toute la logistique. Je puis vous assurer que nous pourrons tenir les élections parce que ces 3 conditions nous semblent réunies. Sur les virulentes critiques dont fait l'objet l'institution qu'il dirige, le premier responsable de la CEI dénonce un faux procès. Une mission diplomatique composée de 4 experts électoraux et du représentant de l'Union européenne en Côte d'Ivoire s'est rendue au Conseil constitutionnel ce jeudi. Le but étant de s'enquérir du rôle de cette institution à 23 jours d'une élection présidentielle sous tension en Côte d'Ivoire. Nadja Eja, Harouna Zeba. C'est une délégation composée de 4 experts électoraux européens qui s'est rendu ce matin au Conseil constitutionnel. Accompagnés du représentant de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, ils ont voulu s'enquérir du rôle et de l'implication de cette institution dans le processus électoral en cours pour la présidentielle du 31 octobre prochain. Ils sont tous très expérimentés, spécialisés soit dans le processus, dans la législation, dans les médias, etc. Chacun a sa spécialité. Et donc là, ils vont faire le tour, ils vont rencontrer les différents partis, ils vont rencontrer là le Conseil constitutionnel, mais tous les acteurs dans le processus électoral. Ils sont indépendants, ils font un rapport qui relève de leur propre capacité sur le processus électoral. Voilà. Avant cette mission de l'Union européenne, une délégation diplomatique de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de l'Union africaine, UA, et de l'ONU a rencontré ces acteurs clés de l'élection présidentielle. L'objectif de ces rencontres, apporter leur expertise afin de prévenir toute situation de crise en cette période cruciale pour l'avenir du pays.
Le prix Borchamp du cacao pour la nouvelle campagne 2020-2021 qui a officiellement débuté jeudi dernier est de 1000 francs CFA contre 825 francs CFA lors de la précédente campagne. Si les producteurs de cacao ont plutôt bien accueilli cette nouvelle, de nombreuses inquiétudes demeurent. C'est le dossier du jour et il est proposé par Salif Yalekoé et Tanguy Conan. Nous avons même décidé d'augmenter le prix de 825 francs CFA à 1000 francs CFA le kilo. Cette déclaration du chef de l'État Alassane Ouattara a été faite jeudi dernier à l'ouverture de la 7e édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat à Yamoussoukro, à l'initiative du Conseil Café Cacao, qui marque également l'ouverture de la toute nouvelle campagne. Une hausse appréciée par les producteurs comme ici, à Kokoti-Kwamekro, une bourgade à environ 4 km de Tabo, dans la région de Lagnébi-Tiassa. Le prix salutaire, mais que d'inquiétude. On craint la flambée des prix d'autres produits de base. Actuellement, le riz a augmenté. Quand c'est comme ça, 1000 francs, on reconnaît que c'est bon, mais ça dérange. Anatole Kouadio évoque quant à lui la question du financement de la campagne qui reste l'équation à résoudre. La crainte seulement que souvent on nous donne le prix comme ça, mais il n'y a pas de financement. Comment il faut faire pour que le produit sorte? Il n'existe aucun problème entre la coopérative et le producteur. Ce responsable de coopérative spécialiste du cacao revient sur cette collaboration essentielle dans la chaîne. Notre activité principale, c'est la collecte et la commercialisation du cacao. Initialement, la difficulté sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, le monde du cacao engrange beaucoup d'argent. Et vous savez, normalement, la coopérative devait faire des collectes et vendre avant de faire le retour. Ils n'ont pas de ressources, ils ne vivent que sur les revenus immédiats. Et une semaine d'attente pour le producteur, c'est trop. Effectivement, c'est ce qui fait leur remous. Sinon, il n'y en a rien comme souci que les producteurs ont avec les coopératives. Des réalités au quotidien du planteur que n'ignore pas le ministre de tutelle qui a saisi la tribune de clôture de la journée dédiée au chocolat pour en appeler à plus de responsabilités. Le président de la République, en fixant le prix Borchamp du cacao à 1000 francs le kilogramme, a fait sa part. Il nous revient à présent de faire en sorte que ce prix soit effectivement appliqué par tous. Nous voudrions donc vous exhorter à refuser de céder ou de brader vos produits à des acheteurs véreux qui seraient tentés d'user de subterfuges pour se détourner des directives officielles. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao avec plus de 40% de l'offre mondiale des fèves. Le pays s'allie à son voisin, le Ghana, deuxième grand producteur mondial, pour mieux défendre les intérêts de ce produit sur le marché international. L'ONG Ecomédia prend une part active dans la lutte contre le cancer du sein. Dans le cadre de ce mois d'Octobre Rose, elle a organisé ce jeudi la 4e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Cette édition a été marquée par une séance de dépistage gratuite du cancer du sein et du col de l'utérus. Pierre Dipomélin. Une femme sur 2 découvre tardivement qu'elle est atteinte du cancer du sein. Ce manque de diagnostic précoce est la cause de nombreux décès. L'ONG Ecomédia, composée de journalistes et acteurs des médias, s'est spécialisée dans la sensibilisation et la formation pour prévenir ces cas tardifs. Pour ce mois d'Octobre Rose, dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus sont offerts. Une action qui est accompagné par le ministère de la Santé, mais aussi celui des médias. Le dépistage précoce augmente les chances de guérison. Oui, avec des mots, nous pouvons vaincre ce mal. Avec notre plume et nos micros, nous pouvons atténuer les peurs suscitées par cette maladie et briser le mythe du cancer du sein. Avec notre plume et nos micros, il est possible de réécrire une plus belle histoire pour les femmes de Côte d'Ivoire.
Cette 4e édition des séances de dépistage va se tenir sur 2 jours. Elle bénéficie de l'appui de la Première Dame, Dominique Ouattara. L'ONG va conclure ses activités par la visite des centres spécialisés pour la prise en charge des malades du cancer du sein. Et sur le plateau avec nous pour nous donner son témoignage, Sa Majesté Agnès Crédy, journaliste et auteure du livre « Tu me fous les boules, vaincre le cancer ». Bonsoir Agnès. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour parler de cette pathologie dont on parle encore très peu, mais qui fait de nombreuses victimes en Côte d'Ivoire. Vous avez été vous aussi victime et vous avez foutu les boules à ce cancer, Agnès. C'était une question de vie. Il fallait ou se battre pour rester en vie ou alors se laisser mourir. Et donc tué par ce sueur silencieux qui fait beaucoup de mal dans le corps des femmes, comme vous le dites bien. Le cancer du sein dans notre pays, c'est, selon le programme national de lutte contre le cancer, c'est à peu près 2500, 2600 femmes en 2018 touchées par le cancer avec 1300 décès, donc fait encore beaucoup trop de dégâts. Alors qu'ailleurs, pour des raisons qu'on sait, des raisons de prévention précoce, de dépistage précoce et de prise en charge médicalement bien assistée, comme c'est le cas chez nous d'ailleurs aussi, les femmes réussissent à en vivre parce que le cancer, il est bien démontré, tue certainement, peut tuer certainement, mais on peut aussi y échapper si les choses se font dans les bonnes conditions, parce que très tôt, on aurait pu les choses en mieux. Comment on y échappe justement? On y échappe en étant dans une surveillance permanente de son corps. On y échappe en étant dans la vigilance. On y échappe en faisant de la prévention. On y échappe en n'attendant pas de tomber malade pour aller voir le médecin. On y échappe en faisant un contrôle régulier. Et aujourd'hui, c'est ce que Octobre Rose nous enseigne à le faire, donc de manière presque régulière, pour ne pas dire régulière. L'autopalpation mammaire ou la palpation mammaire, le contrôle annuel ou la visite annuelle chez les gynécologues, ou alors la mammographie pour les femmes qui ont un peu plus de 45 ans, ou alors justement la palpation pour les femmes qui ont à partir de 25 ans et donc qui ont leur menstrué. Ça, c'est important de le faire parce que c'est la meilleure manière d'affronter le cancer, c'est déjà s'assurer qu'on peut l'éviter. Comment on l'évite, ce cancer? Quels sont les principaux facteurs de risque? Il y en a beaucoup. Il y en a qui sont d'ordre purement biologique et génétique liés donc à notre être femme. C'est donc produit de l'estrogène, donc la jeune femme qui a ses menstrues précocement, donc avant 10 ans ou avant 12 ans, et qui a la femme qui a sa ménopause tardivement, au-delà de 55 ans, donc produit pendant longtemps de l'estrogène, donc court les risques d'avoir un cancer. La femme qui fait un enfant au-delà de 35 ans, ou qui n'a pas d'enfant du tout, est dans une situation assez fragile et délicate. Et après, on ajoute à cela notre manière de vivre, la consommation d'alcool, de tabac, notre alimentation, manger un peu trop gras, un peu trop de viande rouge, un peu trop de charcuterie, un peu trop de pâtisserie, en fait un peu trop de tout. Ce sont les excès qui nuisent, mais surtout une vie inactive sur le plan sportif. Ne pas avoir d'activité sportive est aussi un facteur de risque. Donc ça nous invite dans la prévention à être dans la vigilance sur le plan alimentaire, dans la vigilance sur le plan physique en faisant du sport et puis surtout en allant voir son gynécologue ou son médecin de manière régulière. Comment vous l'avez découvert, votre cancer? Une autopalpation accidentelle, un geste qui sauve. On n'avait pas l'habitude, on a beau être journaliste, mais on n'est pas toujours bien informé des choses. Donc un jour, une palpation mammaire, et puis tout d'un coup, cette petite boule, insignifiant d'ailleurs, de la taille d'un petit pois. Fort heureusement, c'est encore tout petit. Et puis on déclenche une batterie d'analyses, on va voir les médecins, on finit par voir donc ce diagnostic fatal. On vous annonce un cancer alors que vous avez à peine 50 ans. Et vous êtes une survivante. Vous avez réussi à vaincre cette boule qui vous tuait de l'intérieur. On sait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un centre de radiothérapie qu'on a vu d'ailleurs, qu'on va voir tout à l'heure dans un reportage. Il n'y en avait pas à votre époque. Comment vous avez réussi à vous traiter? Le centre a été inauguré donc, il y a presque 3 ans maintenant par le président de la République. Il est situé au CHU de Cocody, le centre de radiothérapie et d'oncologie médicale Alassane Ouattara, qui est donc situé au CHU de Cocody, qui a été inauguré il y a 3 ans. Moi, mon cancer a été détecté en 2000, il y a donc 5 ans aujourd'hui. C'est cela. Et donc j'ai dû me retrouver en France avec une prise en charge présidentielle pour justement aller me faire soigner parce que je n'ai pas fait la chimiothérapie. J'ai dû donc passer de la chirurgie à la radiothérapie et effectivement il n'y en avait pas ici à l'époque. Donc j'ai bénéficié de cet accompagnement financier qui m'a permis justement d'être aujourd'hui encore en vie. Et c'est ce que je souhaite à beaucoup d'entre nous, que beaucoup de femmes puissent être prises en charge, qu'il y ait cette politique de soutien aux personnes qui n'ont pas les moyens parce que le cancer tue. Parce que souvent, on n'a pas les moyens de se soigner et qu'en plus, la prise en charge médicale coûte excessivement cher. Il faut donc pouvoir accompagner les personnes malades de cancer. Pensez-vous qu'il y a encore beaucoup à faire en Côte d'Ivoire en matière de traitement, accompagnement
Il y a eu beaucoup de choses ont été déjà faites. Déjà, les espaces... Mais il y a encore beaucoup à faire. Effectivement. Il y en aura toujours beaucoup, puisque l'OMS vous dit que le cancer, c'est la maladie, c'est la première cause de mortalité au monde. En gros, l'OMS vous annonce qu'en 2040, on aura en gros 16 millions de personnes touchées par le cancer dans le monde. Et que 80%... Général. Et 80% de ces personnes touchées par le cancer seront donc en Afrique et dans les pays sous-développés. Donc vous imaginez qu'il y a un besoin forcément de mettre en place des dispositions. Et les choses se mettent en place. Il y a besoin de décentraliser les lieux de prise en charge pour qu'il n'y ait pas qu'Abidjan. Il est prévu un centre de cancérologie à Bassam, il y en aurait à Boaké, il y en aurait dans les villes de l'intérieur du pays. C'est ce qu'il faut d'ailleurs diversifier pour pas que les femmes soient obligées de se rendre forcément ici à Abidjan pour se soigner quand elles sont malades du cancer. Où en êtes-vous aujourd'hui, Agnès? Quand peut-on parler de guérison? Alors, les mots sont difficiles à employer dans ce milieu médical, ils sont très précis. Les cancérologues vous parlent plus souvent de rémission, en vous disant que c'est un processus qui peut être long, qui peut être achevé. On arrive à en guérir, c'est vrai, mais en même temps, il y a des risques de récidive. C'est pour ça qu'on parle de rémission en vous disant, on vous laisse le temps, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. On parle de rémission et au-delà, après, on peut parler de guérison. Mais je suis donc en phase de rémission en me disant que ça va aller. On essaie d'être positif, comme toujours, en train d'être vivre le plus sainement possible. On essaie de ne pas se laisser prendre par des problèmes inutiles et par des futilités. On essaie de se concentrer sur l'essentiel de la vie, c'est-à-dire vivre pleinement et sainement avec beaucoup d'amour et de bonheur autour de soi. C'est cela. Merci beaucoup Agnès, en tout cas, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste, auteur et président de la fondation Agir contre les cancers. Exactement. Et n'attendons pas qu'en octobre pour parler du cancer, parlons-en tous les jours. Il s'agit donc d'information, il faut donc faire en sorte que les gens sachent et que les gens sortent de l'ignorance. C'est cela. Merci beaucoup. Et ce mois d'octobre dédié à la lutte contre le cancer du sein, pour exhorter les femmes au dépistage précoce, le Centre national médical et de la radiothérapie Alassane Ouattara baisse ses tarifs à plus de 90%, de quoi encourager les femmes à faire des diagnostics précoces et réduire ainsi les risques de mortalité. Nadia Ejar, Fulgence Kissidou. Le mois d'octobre est porteur de bonnes nouvelles au Centre national d'oncologie médicale et radiothérapie CNRAO. À l'occasion de la campagne contre le cancer du sein dénommée Octobre Rose, le coût du dépistage dans ce centre passe de 25 000 à 2 000 francs CFA à partir de ce 6 octobre. Cette opération s'étendra jusqu'à la fin du mois et contribuera à la réduction de nombre de décès liés au cancer du sein en Côte d'Ivoire. De plus en plus, on découvre des cancers du sein tôt et on voit de plus en plus de dames pour qui on n'a pas besoin de faire l'ablation du sein. Ça veut dire que tous les messages de sensibilisation, surtout la dédramatisation que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique fait depuis plusieurs années, apportent son fruit, mais il faut qu'on continue. Une initiative saluée par le ministère de la Santé qui a rappelé les actions menées pour lutter contre le cancer du sein. Depuis 2014, des actions d'envergure ne manquent pas de s'opérationnaliser avec l'effort conjoint des partenaires. Il s'agit de la réalisation de 2 centres de sérologie, l'un au centre hospitalier universitaire de Trècheville et l'autre à l'Institut national de santé publique d'Adjamé. Également, la création de 3 centres de diagnostic avec immunohistochimie pour bien orienter les traitements des malades atteints du cancer du sein. Pour Octobre Rose, le CNRAO s'activera pour toutes les étapes de la lutte, en allant du dépistage à l'excellence des soins et à l'accompagnement des patients. Octobre Rose prend fin le 31 octobre, mais la lutte doit continuer. La cérémonie s'est achevée par la visite de la galerie Espoir et Vie qui trace le parcours des patientes par des photographies. Des centaines de camionneurs de Medlog, Côte d'Ivoire, une entreprise spécialisée dans la logistique portuaire, ont arrêté les moteurs de leurs engins. Ce jeudi matin, ils se sont mis en grève pour réclamer, entre autres, le paiement des heures supplémentaires et des primes afférentes à leur secteur d'activité, comme en témoigne ce reportage de Pierre Dipomélin et Fulgence Kissidou. Près de 40 semi-remorques garées. Des conteneurs empilés obstruent l'entrée principale du parc. C'est l'expression de la colère de centaines de camionneurs et autres machinistes de Medlog Côte d'Ivoire, une entreprise de transport et logistique. Ces ouvriers en colère dénoncent des abus de l'employeur. Ils travailleraient 12 heures par jour et n'ont jamais encaissé un centime pour les heures supplémentaires selon leur porte-parole.
Ici, nous travaillons 12 heures au lieu de 8 heures par jour. L'employeur ne reconnaît pas nos heures supplémentaires. Nous avons des machines ici, des machines de 45 tonnes, 32 tonnes, 16 tonnes. Ces machines-là demandent 4 chauffeurs en 24 heures, que l'employeur refuse. L'employeur préfère affecter 3 chauffeurs en 24 heures. Tu ne viens pas jour férié, on te demande d'explication. On te coupe à la base sur ton bulletin. Nous sommes chauffeurs, mécaniciens, techniciens ici. On réclame une formation. Nous réclamons des paiements, des primes. Il y a eu des primes impayées depuis des années. L'administration de Medlog Côte d'Ivoire, contactée, n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet qui pourtant paralyse toutes ses activités. Les grévistes, eux, déplorent l'arrestation d'un des leurs et entendent poursuivre cet arrêt de travail pendant les 72 prochaines heures si rien n'est fait. Et puis NCI Reportage vous plonge ce soir au cœur de la FESI. Ce puissant syndicat étudiant controversé, il souhaite aujourd'hui redorer son image. C'est votre sujet ce soir, juste après le JT et la météo de Maïmouna. Un extrait. Mais le combat est loin d'être terminé, car de nombreux étudiants vivent dans des conditions précaires. Une visite à l'université Nangui à Brogua pour se rendre compte de la réalité. Il n'y a pas de cité pour nous. On ne sait pas d'où on va déposer nos bagages. Un étudiant qui quitte à Korogo, qui quitte à Boudali, qui n'a pas de parents ici. Il fait comment? Donc quand il vient, nous en tant que structure, mais ce qu'on est, nous en tant que ceux qui luttent pour les étudiants, on vient lui donner peut-être l'occasion de poser les bagages en attendant d'avoir nos cités que nous ont promis jusqu'à aujourd'hui. Un sujet à retrouver donc juste après la météo de Maïmouna. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.